La suite de nos émissions Franc-Parler, spéciale législative 2022 en Guadeloupe. Nous recevons sur ce plateau à présent Ferdi Louisi, maire de la commune de Goyave et candidat dans la 3e circonscription. Ferdi Louisi, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré. Vous n'êtes plus un novice en politique, cela fait-il de vous pour autant un favori dans cette élection? Cela fait surtout de moi un candidat qui, de par son expérience, souhaite mettre à la disposition de cette 3e circonscription et convaincre les électrices et les électeurs de ma capacité à pouvoir travailler et faire que la Guadeloupe, et en l'occurrence la 3e circonscription, aille encore plus loin. Qu'est-ce qui motive votre candidature? D'abord l'expérience, le travail qui a été fait, et puis les limites que je vois quelquefois au niveau de l'action législative qui peuvent venir contrarier un certain nombre de projets sur le territoire. Je le prends sur des exemples très simples en matière de fiscalité d'entreprise, en matière de sécurité, en matière de protection de l'environnement, de transition écologique, transition énergétique, en matière aussi de santé publique et particulièrement sur le pouvoir d'achat, et peut-être qu'on le verra tout à l'heure, dans le lien avec le pouvoir d'achat, on parlera aussi de la réforme des retraites. Et donc je dis que les lois peuvent aller plus loin pour tenir compte des réalités des territoires, des réalités locales. Et c'est ce dossier-là que je veux aller défendre au niveau national pour que ces lois qui sortent et qui sont à profusion soient toujours en adéquation avec les besoins du territoire et les réalités du territoire. Donc pour le coup, Goyave, votre commune, passe au second plan désormais? Non, elle ne passe pas au second plan, bien au contraire. Je poursuis et ça va me permettre non seulement de continuer d'intensifier le travail que je fais sur la commune de Goyave, mais de faire profiter de mon expérience les 6 autres communes de la circonscription. Cela, je ne vais pas le faire seul. Le slogan que j'utilise, c'est « réussir ensemble ». Mon intention, c'est de travailler avec les chefs des unités des autres communes, avec le président de la communauté d'agglomération du secteur, président de région, président de département, pour que nous puissions à chaque fois faire remonter les besoins du territoire vers la représentation nationale pour que les lois soient efficaces et efficientes sur le territoire guadeloupéen. En cas de victoire de Ferdi Louisi, il faudra gérer la succession à Goyave. C'était le sens de ma question. Alors le sens de ma réponse, ce sera de vous dire que nous travaillons en équipe et que jusqu'à maintenant, la sobriété, la tranquillité, la sérénité de la commune de Goyave resteront toujours de vigueur. Vous êtes donc le candidat officiellement soutenu par GUSR, le candidat aussi de la majorité présidentielle? Soutenu, vous savez, depuis les années que je suis en politique, je n'ai jamais appartenu à un parti. Et je me réjouis que des partis locaux puissent soutenir ma candidature. Je me réjouis qu'on puisse reconnaître les compétences qui sont les miennes et surtout, quelque part, le travail que je fais depuis des années, à la fois sur le redressement et la gestion de la commune de Goyave. C'est quand même une commune pour laquelle j'ai réussi avec notre équipe municipale à baisser les impôts de 50%, les impôts locaux, à mettre en place de l'investissement, à travailler en coordination avec l'État pour mobiliser des fonds, que ce soit des fonds européens, des fonds d'État, des fonds de la région, des fonds du département, à avoir une commune saine. Bon, je veux le dire sans prétention. Et donc, pour moi, les choses vont de pair parce qu'il faut aller un peu plus loin pour continuer à renforcer l'action sur votre territoire. Et c'est pourquoi je suis très motivé pour y aller parce que je constate qu'il y a un travail important à faire et que ça nécessite quelquefois une bonne expérience. Et quand je vois l'orientation au niveau national qui parle de transition écologique, transition énergétique, dans ce domaine-là, avec le Parc national de la Guadeloupe, avec les parcs nationaux de France, j'ai beaucoup contribué à améliorer les choses au niveau de la réglementation et de la loi sur la biodiversité nationale. Elle est lourde à porter, cette bannière de la majorité présidentielle? Aucune bannière n'est lourde à porter. La bannière que je porte, c'est celle de la Guadeloupe, premier élément. La deuxième bannière que je porte, c'est celle d'être à la disposition de la population pour pouvoir faire remonter des besoins au quotidien. La troisième raison et la troisième bannière que je porte, c'est celle d'un ultramarin qui a besoin de démontrer, de prouver et d'obtenir des avancées importantes pour l'ensemble de l'outre-mer. L'appel de Fort-de-France vient à prénommer parce que ça participe à l'orientation que je m'étais déjà donnée en matière d'écologie, de biodiversité sur une fédération des outre-mer. J'ai commencé à faire ce travail à travers le parc national de Guadeloupe et les autres parcs nationaux qui existent en outre-mer, avec ce travail-là sur les aires marines protégées, que ce soit sous la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Vraiment, on est dans un concept qui fait que à partir du moment où on veut faire avancer l'outre-mer et faire profiter l'outre-mer de ses vraies richesses, il n'y a pas de bannière qui puisse me poser, sinon celle de
de dire à la population que je veux réussir. Vous ne serez donc pas un député aux ordres? Je ne peux pas être un député aux ordres, je suis un député d'action qui fera des propositions. J'ai eu d'ailleurs à m'illustrer ces dernières années en participant activement à la loi sur la reconquête de la biodiversité, à être auditionné par des commissions des lois, commissions de développement durable, à être sollicité par le gouvernement depuis Sarkozy, en passant par Hollande jusqu'à Macron, pour un certain nombre de représentations, de participation à des forums internationaux où on donnait l'exemple de la biodiversité outre-mer et de la résilience de ces territoires et du travail que nous, élus, nous faisons. Donc je n'ai pas je ne suis pas un élu ni béni oui, ni à la solde. Je serai au contraire un élu offensif, déterminé et à faire en sorte que la contribution de l'outre-mer soit rétribuée dans le sens où jusqu'à maintenant les choses sont faites et très souvent on s'appauvrit, on ne se développe pas. Maintenant il faut une impulsion. Je m'appuierai bien évidemment sur les élus locaux pour faire en sorte que notre territoire avance pour la jeunesse, pour nos aînés, pour l'éducation, pour le sport, dans tous les domaines, avec un dénominateur commun qui est la transition écologique et qui visiblement semble être l'avenir de la France. Et si l'avenir de la France passe par l'outre-mer, qui mieux que les élus d'outre-mer, qui mieux qu'un Guadeloupéen, pour aller faire en sorte que nos territoires bénéficient de ces avancées. Le sortant, Max Mathiasin, n'a pas été un bon député de votre point de vue? Alors je ne sais pas s'il n'a pas été un bon député. Je sais que quelque part, les domaines dans lesquels je suis intervenu hors du cadre législatif et qui étaient nécessaires au développement de la Guadeloupe n'ont pas été suivis et portés des faits au niveau de l'Assemblée nationale. Après, chaque élu dira que oui, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, je ne dirais pas que je veux faire ce que je peux. Moi, je dis je veux faire ce qui est nécessaire pour le développement de mon territoire. Et donc je suis vraiment déterminé et c'est ce que je voudrais bien expliquer à la population, aux électrices et aux électeurs de la 3e circonscription en l'occurrence, mais d'une manière générale à la population de la Guadeloupe, c'est que vraiment je suis déterminé et je sais là où aller maintenant avec l'expérience que j'ai, le recul et des enseignements que j'ai tirés des actions publiques de l'État sur notre territoire, je sais exactement là où je dois aller et là où j'obtiendrai les résultats pour réussir le développement de notre pays. Et vous avez donc la volonté de faire mieux que le sortant, mais autour de quelles priorités? Alors les priorités, d'abord sur cette priorité nationale de la transition écologique, mais aussi sur d'autres priorités qui sont liées à des problématiques de santé. Là aussi, il faut en parler. On sort d'une crise, d'une pandémie et on voit bien que le système de santé, non seulement il n'est pas formidable au niveau national, mais il est encore plus détérioré au niveau local. Une priorité également sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment, je veux dire, s'il faut que je me batte en tant que député pour parler du prix de la bouteille de gaz, je parlerai du prix de la bouteille de gaz, parce que c'est ce qui affecte la vie des gens au quotidien. Et là-dessus, il y a matière à faire. Je l'ai fait au niveau de ma commune. Lorsque j'ai décidé de baisser les impôts, c'était pour redonner du pouvoir d'achat à mes contribuables. Lorsqu'on a décidé d'accompagner les jeunes sur de la formation et de l'emploi, c'était pour améliorer la situation de leur pouvoir d'achat. Lorsqu'on décide de faire des actions sociales pour accompagner les ménages, accompagner les familles, c'est redonner du pouvoir d'achat. Et ce sujet-là, non seulement il préoccupe la France, mais il préoccupe encore plus en Guadeloupe. Alors sur d'autres domaines, il y aura aussi à intervenir sur le domaine de la sécurité des biens et des personnes, demander et obtenir plus de moyens, renforcer les moyens locaux, plutôt que de faire venir des brigades de manière exceptionnelle, mettre en place des moyens pour rassurer la population. Et je crois que c'est un thème qui est prégnant. Et puis, il y a un dossier qui est particulièrement important. Améliorer la loi sur l'eau, sur la gouvernance de l'eau. J'ai des propositions à faire. Je vais tirer l'expérience de la période de liquidation du SIAG qui m'a permis de voir certaines insuffisances et améliorer les choses pour que demain, il y ait de l'eau potable dans tous les robinets de la Guadeloupe. Ça, c'est possible et de qualité. C'est parfaitement possible de le faire. Et ce sera pareil pour l'assainissement. Alors il y a d'autres domaines qui sont le domaine de la jeunesse, renforcer les plans nationaux pour la jeunesse et les rendre compatibles avec les plans locaux, comme celui de la région, comme celui du conseil départemental en matière d'insertion, et comme aussi le travail qui se fait par les communes et les associations. Donc à ce niveau-là, faire une orientation sur l'économie sociale et solidaire et ramener plus de jeunes vers l'activité et donc vers l'emploi. Ça aussi, c'est une priorité que je considère comme régionale, en sachant que la France a déjà un certain nombre d'avancées à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il y aura une réforme des retraites. Il faudra vraiment qu'on discute du niveau de la retraite en Guadeloupe, compte tenu de la problématique de la vie chère.
la vie, elle est chère en Guadeloupe pour les retraités. Elle est beaucoup plus chère en Guadeloupe qu'au niveau de l'Hexagone. Et donc il va falloir tenir compte dans cette réforme de la retraite des spécificités de notre territoire. Ça passe sous l'intégration des 40% pour les fonctionnaires, comme ça passe sous l'amélioration de la retraite de base pour les artisans, pour les commerçants, pour les agriculteurs, pour les mères, les pères de famille qui sont restés à se consacrer à la vie de la famille et qui n'ont pas forcément eu de l'activité. Et donc dans sa globalité, il faudra que cette réforme de retraite tienne compte de la vie chère au niveau du territoire de la Guadeloupe, et ça remène toujours au combat que je mène contre la vie chère. Vous avez été taxé de démagogie en ce qui concerne la réintégration des personnels soignants suspendus. Proposé d'embaucher certains d'entre eux sur votre budget communal, c'était pas un peu fort? Non, c'est pas fort. D'abord, j'ai tenu compte de la situation des personnes, donc on les a vus manifester, et puis j'ai réfléchi. J'ai eu des mères de famille qui sont venues en pleurs me disant qu'ils ne peuvent plus payer leurs dépenses au quotidien, les études de leurs enfants. Et donc, je me suis orienté sur un projet lié à la santé sans qu'il y ait une obligation vaccinale. Et je crois que quand il y a des compétences locales, on doit faire preuve non seulement de solidarité, mais sortir les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens dans la difficulté. Je n'ai jamais dit que je vais recruter tous les personnels qui ont été suspendus. J'ai donné la possibilité à des gens, et le projet il est là, toujours dans le cadre de chargé de mission, la possibilité de travailler dans un domaine où ces gens seront à l'aise, ces personnels seront à l'aise, sur une mission bien déterminée, avec un budget bien déterminé, financé à la fois par l'Europe, par le département, par la région et par l'État. C'était vraiment un projet qui va viser la commune et qui pourra avoir un rayonnement sur l'ensemble de notre communauté d'agglomération et qui pourra permettre à 4 voire 5 personnes issues de ces personnels suspendus de retrouver goût à la vie. Et donc il n'y avait aucune démagogie, ce n'était pas priver le budget de la commune. Et s'il fallait demain que je prenne quelque chose pour aider des Guadeloupéens sur le budget de la commune, je ne vois pas où est le mal. En revanche, le projet tel que je l'ai défini et que j'ai présenté à ces personnes, c'est un projet qui était financé, ficelé, avec un financement particulier, et leur poste, le temps d'attendre éventuellement leur réintégration, chargé de mission. Chargé de mission, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois, le temps de la réalisation d'un projet. Et c'est un projet formidable qui va permettre à d'autres jeunes de s'orienter vers les métiers de la santé avec la formation par des personnes qui ont l'expérience. Franchement, je veux vous dire que je ne vais pas abandonner ce projet, et de mes députés, je l'appuierai encore plus parce que c'est une porte de sortie, c'est une porte de soulagement pour des personnes qui sont en souffrance depuis des mois et qui attendent une réponse. Et si chacun de nous peut donner une réponse, c'est comme ça que la Guadeloupe avancera. Parfait. On va conclure maintenant. Ferdi Louisy, vous allez pouvoir vous adresser aux électeurs de la 3e circonscription. Est-ce que je peux m'adresser directement aux électeurs de la 3e circonscription en leur disant que je sollicite ce vote pour ma candidature, avec comme suppléant Jim Lapin, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai la détermination, parce que je sais exactement où je veux aller, et je sais là où vous avez besoin que les choses s'améliorent. Et donc ce travail que je fais depuis des années m'a permis d'avoir ce recul, de tirer des enseignements et de voir non seulement ce qui nous gêne au niveau de notre territoire, parce que je l'ai moi-même vécu, mais surtout les perspectives pour un développement. Et je peux vous dire une chose, chers électeurs de la 3e circonscription, la Guadeloupe, c'est le territoire le plus riche. Et Yoka dit souvent en créole, c'est richesse en nous, richesse en nous, il y a un bas pied en nous, il y a un mais en nous. Ce que je propose, c'est de faire en sorte que cette richesse sur le territoire profite à tout le monde. Une meilleure répartition de la richesse économique, sociale, culturelle. Vraiment, je suis déterminé, et dites-vous bien une chose, c'est que si je suis auto-sollicité par l'État sous démission, c'est qu'ils reconnaissent en moi la capacité d'un homme à faire avancer son territoire. Donc ce vote de samedi 11 juin, je le sollicite auprès de vous, parce que je sais que vous ne serez pas déçus. Jusqu'à maintenant, je n'ai comme preuve que le travail que je fais, à la fois sur ma commune et le parc national de la Guadeloupe. Merci à vous, Merci.